Vous êtes à l'écoute de Radio Tilimoso, la voix de Plus Jamais Ça. Bienvenue à notre émission du 10 mai 2025. À la présentation, Béatrice Nimbona, assistée de Thierry Bizindavi, Liliane Nindereye et Freddy Bamboneyeho qui viennent de se joindre à notre équipe. Comme à l'accoutumée, ce bulletin vous a été préparé par Emmanuel Ngurunziza qui en assure aussi la régie d'antenne. Au menu d'aujourd'hui, il y a d'abord les principales réalisations, ou devrions-nous dire, les principales falsifications de la pseudo-CVR burundaise dans la poursuite de sa mission d'occultation du génocide perpétré contre les Tutsis. Nous avons préparé surtout une revue des commémorations tenues au cours du mois d'avril pour honorer la mémoire des victimes du génocide Tutsi au Burundi et dans la sous-région. Il sera question des cérémonies organisées par la Génocide Chilimoso pour ce qui est de 1972 au Burundi, mais aussi et surtout des différentes activités orchestrées en divers endroits pour marquer les 31 ans qui viennent de se passer depuis le début du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Sur cette même lancée, nous vous ferons revisiter les réactions des négationnistes déguisés ou déclarés qui, par leurs faits et gestes, prouvent qu'il y a encore à faire dans l'éradication de cette odieuse idéologie. Nous vous rappelons que nos émissions sont accessibles en ligne sur nos pages Facebook, YouTube et X, anciennement Twitter. Encore une fois, bienvenue à notre émission. Pour commencer, nous vous invitons à suivre cet éditorial que vous a préparé la radio Tilimoso. Il est signé Emmanuel Ngurunziza. Peut-on à la fois être contre le génocide et s'accommoder de la présence au pouvoir des génocidaires impunis et impénitents? Est-il possible d'être anti-génocide et en même temps se livrer à des éloges des génocidaires au pouvoir? La réponse à toutes ces questions est, selon toute logique, négative. Ce n'est malheureusement pas ce que nous avons dans les milieux d'exilés burundais, surtout parmi les intellectuels, les journalistes et les politiciens. Ce n'est pas non plus ce qui s'observe dans les débats qui prolifèrent sur la toile et où les passeurs de mémoire et les conservateurs de la mémoire alternent avec les révisionnistes qui occultent malignement le génocide contre les Tutsis. Au sujet de l'entretien de la mémoire, en dépit de ce que disent les plus malins des négationnistes, il s'en faut beaucoup l'entretenir à travers les rituels et les conférences, que ce soit comme programme radio classique ou sous forme de ces émissions d'un genre nouveau que l'on trouve sur la toile sous la dénomination Space ou Espace. Que ce genre d'émission ou d'activité soit coté négativement par une certaine opinion fainéante et défaitiste ne devrait décourager personne. Autant il faut préserver la mémoire, autant il faut la revisiter et s'il le faut, la corriger. Eu égard au révisionnisme qui cherche à falsifier la mémoire, il est à noter avant toute autre chose qu'une de ces voies prisées est celle de l'amalgame ethniciste. Cette dernière procède par des accusations globalisatrices qui présentent les ethnies comme les auteurs des atrocités, alors qu'il s'agit en réalité des organisations et des individus agissant prétendument au nom de ces groupes. Bien entendu, ceci est inadmissible nulle part, fût-il au Burundi où ce sont les génocidaires impunis et impénitents du CNDD-FDD qui dirigent le pays. Dans cette même perspective, on se doit de signaler une autre technique utilisée par les apologues du crime des crimes. Il s'agit de la glorification dissimulée des génocidaires au pouvoir. Ainsi, par exemple, il est sidérant d'entendre un journaliste renommé plaider pour la redoration de l'image du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, et ce dans la même émission où le même journaliste affirme que ce parti compte dans ses rangs des génocidaires anti-Tutsis en très grand nombre qui entraînent le reste des membres dans cette idéologie. Ceci est d'autant plus important que la dite émission était animée par le directeur d'une radio, la plus écoutée parmi celles qui opèrent en ligne et à partir de l'exil. Le plus préoccupant n'est pas que le sire soit un fidèle parmi les fidèles de ce parti, ou au mieux, un inconditionnel d'un des pontes de ce parti, aujourd'hui en disgrâce, et qui se trouve être le général générique génocidaire, qui aura occupé le poste de Premier ministre avant de se retrouver derrière les barreaux. C'est surtout ce fait de s'accommoder du mal qui préoccupe le plus. Chez Radio Tilimoso, nous estimons qu'au-delà de l'appartenance à un parti politique ou de la solidarité avec une vieille connaissance ou avec une parenté, rien ne devrait inhiber la capacité de juger des dirigeants ou des organisations à l'aune de leurs actes. Il ne faut pas avoir peur de soulever des questions qui dérangent si on tient à contribuer honnêtement et efficacement à l'entretien de la mémoire.
Comme annoncé dans le lancement, la commission dite Vérité et Réconciliation mise en place par le régime illégitime du CNDD-FDD a franchi dernièrement un nouveau pas dans la mauvaise direction. Pour en savoir plus, écoutons Liliane Nindereye. La pseudo-sévère vient de passer une autre vitesse dans son entreprise de négation du génocide perpétré contre les Tutsis par le Frodebo et ses descendants idéologiques, le CNDD-FDD, indûment au pouvoir depuis août 2005. Après des années passées à déterrer les restes des victimes Tutsis pour les étiqueter autour dans leur entièreté, la voilà qui se met à requalifier les tueries pourtant déjà enquêtées par l'Organisation des Nations Unies. Ainsi, dans une dépêche postée sur son site web en date du 21 mars 2025, la pseudo-CVR titre Makebuko 1993, un massacre interethnique révélé par la commission Vérité et Réconciliation. Disons tout de suite qu'il n'est pas du tout question d'une quelconque révélation. La commune Makebuko est l'une des communes les plus touchées par le génocide des Tutsis de 1993. Non seulement la commission d'enquête l'ont déjà révélé, mais aussi la radio Tilmoso y a déjà consacré plus d'un bulletin. En plus de ce titre trompeur, la pseudo-sévère écrit, je cite, « Des groupes de Bahutu submergés par la colère s'en prennent aux habitations des Tutsis. Les affrontements qui s'ensuivent durent toute la journée, marquant le début d'une spirale. » Fin de citation. On n'a pas besoin d'être spécialiste du langage pour détecter ces termes ronflants qui trahissent très maladroitement la partialité ou plutôt la nocivité de cette pseudo-sévère. C'est le cas de submergé par la colère et de spirale de violence. Il en est de même quand la commission impute ces actes à, je cite, des groupes de Bahutus submergés par la colère. Fin de citation. Outre que c'est maladroit ou en soit criminel de faire porter à tout un groupe social la responsabilité d'un acte, la pseudo-sévère se piège et se retrouve en train de justifier l'injustifiable. En effet, même si colère devrait y avoir, l'ordinaire paysan autour que cette commission mise en avant n'aurait aucune raison de s'en prendre à son voisin Tutsi du moment qu'il ne l'aurait pas vu en train d'assassiner le président ou de prêter main forte à ceux qui l'auraient assassiné. Ce faisant, la pseudo-sévère révèle sans s'en rendre compte que les paysans Hutus agissaient selon un mot d'ordre connu d'avance, comme cela a été d'ailleurs établi par la commission d'enquête des Nations Unies, qui, dans son rapport immatricule S-1996-682, paragraphe 479, précise que, je cite, ces actes ont été perpétrés simultanément en différents endroits non reliés par le moindre moyen de communication. Ils étaient invariablement dirigés contre tout homme ou jeune Tutsi, quelle que soit son affiliation politique. Ils ont été perpétrés peu après que les militants et les responsables locaux du Frodebo ont appris la nouvelle du coup d'État militaire et de l'arrestation du président et avant qu'ils aient pu savoir si le coup d'État avait été réussi ou si le président était encore en vie ou non. On ne peut pas craindre qu'il s'agit là d'un phénomène local spontané qui se serait produit en même temps en divers endroits. Fin de citation. Pour parachever son harakiri moral, la pseudo-sévère ajoute plus loin dans la même dépêche, je cite, « Un camp de déplacés est établi à Mwanzari pour accueillir les rescapés Batutsi des communes de Liansoro, Bukirasazi, Gishubi, Itaba et Buraza. » Fin de citation. De par ce passage, nous nous retrouvons encore une fois en face d'un nouveau insoupçonné de la part d'une commission très peu soucieuse d'en faire un, à savoir que les rescapés étaient Tutsis. Ceci revient à confirmer en quelque sorte ce que la pseudo-sévère pensait cacher, que ce sont les Tutsis qui étaient visés par ces miliciens du Frodebo. D'autre part,
Il serait tautologique de dire que le coup de Makebuko, si on se permet de l'appeler ainsi, constitue une énième distorsion de la réalité du génocide des Tutsis par cet pseudo-sévère. Mais de là à rester inactif, ce serait impensable. C'est donc un véritable cri d'alerte que nous devons lancer tant et aussi longtemps que de telles ignominies se produiront. En effet, c'est le silence des Burundais qui a permis l'assise du pouvoir des génocidaires déjà identifiés du sein des DFDD, pouvoir qu'on leur a remis au bout d'un processus de distorsion semblable en plusieurs points à celle que la pseudo-sévère est en train de pratiquer aujourd'hui à Makebuko. Les Burundais sont loin d'oublier comment, à l'espace de quelques années, on est passé de tueurs sans foi ni loi au lendemain du déclenchement du génocide. On a ensuite entendu parler de tribalo-terroristes. Puis, ce fut le tour de terroristes génocidaires, surtout après la signature de l'éphémère convention du gouvernement en octobre 1994. Pour rappel, cette convention aura été le premier texte de référence burundais qui désignait correctement les tueries que venaient de déclencher les miliciens du Frodébu, c'est-à-dire en les nommant un génocide contre les Tutsis. L'étape suivante aura lieu quelques années plus tard, après un pouvoir d'un Pierre Buyoya qui restera dans l'histoire du Burundi comme l'homme qui, le premier, accorda une amnistie aux actes de génocide contre les Tutsis dans les communes de Nega et de Marangara. Après juillet 1996 donc, ce dirigeant illégitime et de surcroît pré-génocidaire a rassemblé les chefs de service de l'unique station de radiodiffusion nationale et de la télévision d'État, ainsi que tous les rédacteurs en chef des journaux privés déjà opérationnels, pour leur dire qu'il ne faut plus parler des terroristes et génocidaires, qu'il faudrait plutôt les appeler des bandes. Ensuite, du début des négociations d'Arusha en juillet 1998 jusqu'à la signature des accords en août 2002, ces criminels contre l'humanité seront désignés rebelles avant de devenir membres de mouvements politiques armés et finalement des forces de défense et de sécurité. En somme, en dépit de ces pirouettes sémantiques, il y reste une réalité qui résiste au temps, c'est qu'il s'agit des criminels, des présumés génocidaires pour rester politiquement corrects, mais qui doivent impérativement être jugés pour les actes de génocide qu'ils ont perpétrés à l'encontre du peuple Tutsi. Vous le savez, ça fait déjà plusieurs semaines que nous sommes plongés dans une série de commémorations des génocides contre les Tutsis dans la sous-région des Grands Lacs est-africains. Même si les victimes désignées sont désormais connues de tous, il n'en est pas toujours ainsi pour ce qui est du choix des lieux et des dates. C'est ce que va nous expliquer Thierry Wizindavi. Comme vous le savez, cela fait déjà plusieurs semaines que nous sommes plongés dans une série de commémorations des génocides contre les Tutsis dans la région des Grands Lacs est-africains. Après un premier trimestre marqué par la poursuite des falsifications révisionnistes de la pseudo-sévère burundaise dans sa double mission d'occultation du génocide Tutsi et de blanchissement de ses auteurs, le mois d'avril a été marqué en son début par la commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994, tandis que la fin du mois aura été consacrée à celle du génocide contre les Tutsis au Burundi. Pour ce qui est du Burundi, justement, le génocide contre les Tutsis a débuté l'après-midi du samedi 29 avril 1972, d'abord à Rumonge et un peu plus tard dans la soirée pour ce qui est de la capitale Bujumbura. La même opération odieuse se répétera 25 ans jour pour jour. Cette fois-là, c'est dans un lieu hautement respecté dans la hiérarchie catholique, tout au moins à la burundaise. Il s'agit du petit séminaire de Buta. C'est là où, encore une fois, dans la matinée du 30 avril 1997, que les miliciens génocidaires de Lubu se rendent pour tuer les Tutsis. Même sans analyse approfondie, on constate que les deux crimes ignobles se commettent à la veille du 1er mai. Faut-il y voir une simple coïncidence? Rien n'est moins sûr.
quand les miliciens de l'Ubu, Umugambi w'abakozi b'u Burundi, Parti des travailleurs du Burundi, quand ils passent donc à l'acte le 29 avril 1972, c'est un samedi, et pas n'importe lequel. C'est le début du long week-end de fêtes variées organisées de main savante à travers tout le pays par le cerveau de cette macabre machine. Le plan avait été préparé de telle sorte que le 1er mai soit une date alliée avec le lancement de la République dite du Soleil, c'est-à-dire un Burundi débarrassé de tout ce qui est Tutsi. C'est dans cette optique que les mêmes scènes macabres d'attaque pour tuer les Tutsis se sont reproduites dans la matinée du 30 avril en 1997 à Buta. Vu la place qu'occupait la fête du 1er mai dans les traditions existantes, l'idéologie de ce préval, c'est criminel. Il va sans dire que ce choix ne saurait jamais être des coïncidences. On ne le dira jamais assez, en fait, les miliciens génocidaires du CNDD qui attaquent à Buta en 1997 sont des descendants idéologiques de la même organisation qui se voulait marxiste, Ubu, qu'on a déjà mentionné. Mais indépendamment des symboliques prises par les auteurs, ce qui nous préoccupe nous autres, de même que les autres militants, depuis jamais ça, c'est le dessein, tuer tout ce qui est Tutsi ou s'apparente à ce peuple. L'Église catholique a bon demandé et plaidé pour que s'accélère le processus de béatification des victimes. Nous ne devons jamais laisser de montrer que l'idéologie génocidaire anti-Tutsi des auteurs de ce crime risque de noyer dans la glorification, somme toute nécessaire, de la solidarité des séminaristes Hutus qui ont préféré mourir avec les confrères Tutsis plutôt que de les trahir en les abandonnant au sort que leur réservait ces tueurs sans foi ni loi du CNDD, FDD, aujourd'hui au pouvoir. Oui, il s'en faut beaucoup souligner, répéter, marteler autant de fois que possible que les victimes désignées de cette attaque étaient surtout des Tutsis. Voilà pour le choix des dates de lancement de l'opprobre par les organisations génocidaires de ces tueries dont nous nous souvenons toujours. Mais qu'en est-il justement des commémorations proprement dites? À ce sujet, écoutons notre nouveau confrère Freddy Bamboneyeho, à qui nous disons encore une fois bienvenue à bord. À l'occasion de la commémoration des 31 ans passés depuis le début du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, une conférence commémorative a été organisée sur la toile du 2 au 6 mai. Placé sur le thème global politique iremera umuyobozi w'ejo ushitse mu kurandura ingengabitekerezo y'abanyabwoko mu karere ou politique susceptible de former un dirigeant apte à éradiquer l'idéologie génocidaire dans la sous-région. La dite conférence avait comme panélistes des invités de marque rwandais et des experts burundais, congolais et ougandais, à savoir ambassadeur Vincent Karega, ambassadeur Joseph Rutabana, ingénieur Eric Kamanzi, Dr Emmanuel Musinga et Dr Emmanuel Nkurunziza. Partant du constat amer que le génocide anti-Tutsi persiste et continue à se manifester sous diverses formes dans différents pays de notre région, il a été demandé de mener une réflexion approfondie sur la réponse à apporter à l'épineuse problématique de l'éradication de ce véritable virus qui a élu domicile dans la sous-région d'un Grand Lac est-africain. Il convient de rappeler d'emblée que rien de semblable ne s'était passé depuis la conférence de Gisenyi en 2007, à l'exception peut-être de la conférence internationale qu'avait failli organiser l'Université du Burundi en 2013 sur la thématique de l'idéologie génocidaire dans les Grands Lacs. Après une campagne de pression médiatique menée par des journaux pro-gouvernementaux inquiets de voir cette thématique traitée par des chercheurs que le CNDD-FDD ne contrôlait pas, elle avait été annulée à la dernière minute. Rien que pour la provenance et le profil des invités, la conférence organisée au début du mois dernier était particulière. Cependant, outre le fait qu'elle a eu lieu presque exclusivement en Kirundi et en Kinyarwanda, ce qui compte le plus, c'est surtout le fait que la problématique du génocide anti-Tutsi dans la sous-région soit appréhendée comme telle par des dirigeants et des experts ici des principaux pays concernés. Nous n'allons pas passer en revue toutes les présentations, nous nous limiterons à deux, à savoir celle du Congolais et celle du Burundi. Néanmoins, on ne peut pas manquer de signaler l'essentiel commun à toutes les interventions de la première communication à la dernière.
Tous les panélistes ont pris le temps chacun de souligner que l'origine de l'idéologie génocidaire est à trouver dans la colonisation, introduite par l'administration coloniale dans l'esprit de la politique de divide and impera. Elle sera appliquée dans les différentes colonies belges et reléguée aux administrations post-indépendance, dont la plus appliquée reste toujours celle en place au Rwanda. Avant de parler de la présentation du Congolais et de celle du Burundi, ajoutez pour clore cette description des caractéristiques communes à toutes les communications que c'est l'ingénieur Eric Kamanzi qui a détaillé pour l'assistance comment l'idéologie anti-Tutsi s'est manifestée en Ouganda, c'est-à-dire que les premiers réfugiés Tutsi rwandais s'y sont rendus, nous sommes en 1959, quand ils fouillaient les massacres perpétrés sur leur communauté par les Hutus rwandais mobilisés par Aprosoma et par Meutu. Ainsi, après l'arrivée massive de ces réfugiés Tutsis, les Bafumbira de ce pays seront assimilés aux Batutsi et de ce fait feront l'objet de diverses formes de persécution sous les régimes de Milton Obote et Idi Amin Dada. Dans son exposé présenté le 4 avril 2025, le Dr Emmanuel Musinga a remonté la source de la discrimination contre les populations Tutsi au Congo. Cette dernière a été menée à coup de campagnes de désinformation présentant les Batutsi comme déjà venus au Rwanda avec la colonisation, alors que bien avant la pénétration coloniale, une bonne partie du territoire actuel de Kivu était bel et bien habitée par des Rwandais, comme l'attestent diverses preuves culturelles et linguistiques. À partir de ces faits, il a montré comment l'arrivée massive des réfugiés rwandais durant le génocide contre les Tutsis en 1994 n'a fait que réveiller et exacerber une politique anti-Tutsi qui avait déjà connu des périodes de fleurissement, notamment au début des années 1980, mais aussi et surtout en 1990. Au cours de cette année 1990, on a refusé aux délégués Tutsis de participer à la conférence nationale souveraine, alors que ce droit avait été reconnu à toutes les autres communautés autochtones du Congo, ou plutôt du Zaïre d'alors. C'est cela qui aide les intéressés à comprendre comment le flux migratoire des Rwandais arriva au Zaïre en juillet-août 1994, après le génocide contre les Tutsis encadré par les Interahamwe et les ex-FAR, après les défaites face aux incompagnies du FPR. Ce flux a donc été suivi presque immédiatement par un autre mouvement migratoire forcé en sens inverse. Il s'agit de la fuite en masse des Tutsis du Masisi, Minembwe, Rutshuru et Daël dans les deux provinces du Kivu. Ils fouillaient les attaques de leurs compatriotes zaïrois qui étaient aidés dans cette sale besogne par les Interahamwe et les ex-FAR nouvellement venus du Rwanda. Il serait tautologique d'ajouter que c'est à ce niveau qu'il faut trouver les véritables origines du mouvement de résistance animé actuellement par l'AFC M23. Pour ce qui est du Burundi, Dr Emmanuel Nkurunziza a dans son exposé procède lui aussi à résumé de l'introduction et de l'évolution de l'idéologie génocidaire au Burundi, insistant un peu plus sur la passivité des victimes désignées, y compris au moment où ce sont leurs congénères avérés ou assimilés qui se trouvent au pouvoir. Il a particulièrement souligné la nécessité de distinguer l'élite politicienne pour la conquête de l'exercice du pouvoir politique de la lutte anti-génocide proprement dite. Pour sa part, il trouve que ce doit être dégagé de toute forme de compromis avec les génocidaires et les apologues, étant donné que l'histoire a prouvé à plusieurs reprises que cela ne mène qu'à la compromission des victimes. Ce faisant, il a exhorté les victimes désignées du génocide Tutsi au Burundi et dans toute la sous-région à conjuguer et à coordonner les efforts dans cette noble lutte. Revenant à plusieurs reprises sur le fait que le criminel qui cherche l'élimination physique des Tutsis ne respecte pas le tracé des frontières comme cela s'est illustré à plusieurs reprises, notamment au Burundi où des Tutsis rwandais qui s'étaient réfugiés ont été tués aux côtés des Tutsis Burundi en 1972, 1988, 1991, 1993 et après. Le conférencier n'a pas non plus oublié le cas du Rwanda en 1994. Il a tenu à rappeler la participation des miliciens du CNDD dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda, fait qui reste prouvé par la liste de 679 suspects recherchés par la justice rwandaise que le Burundi ne daigne toujours pas livrer, du fait plus que probable que des dirigeants au plus haut niveau figuraient sur la liste. Cette série commémorative s'est achevée sur une session spéciale consacrée au témoignage des rescapés. Celle-ci s'est tenue le 6 avril pour qu'il soit suivi le lendemain par le lancement au Rwanda de la période officielle de commémoration qui se poursuit jusqu'au début du mois.
Nos auditeurs sont déjà au courant que des initiatives de désinformation sur le génocide impuni des Tutsis du Burundi se mènent à un rythme quasi quotidien dans les espaces virtuels créés sur le médium X, anciennement Twitter. Il se serait rendu compte aussi que dans le cadre du débat qui s'y poursuit, il y a une question qui est loin de recueillir le consensus, que ce soit parmi les nouveaux venus dans la lutte anti-génocide, que ce soit dans les rangs des vieux routiers. Il s'agit de la date ou plutôt de l'année de lancement de l'organisation génocidaire Ubu. À cet égard, Radio Chirimoso ne saurait passer sous silence une telle discussion qui continue à s'inviter dans les forums anti-génocide, même actuellement sous d'autres faces, et qui éclaire davantage tout en réveillant ceux qui s'étaient endormis ou mieux effacés pour des motifs divers. Une certaine opinion se plaît à vouloir accréditer la thèse avancée par l'un des principaux leaders du mouvement génocidaire en vie, en la personne de Sylvestre Ntibantunganya, l'homme qui a été président de la République du Burundi d'avril 1994 à juillet 1996. C'eût été des acteurs autres que ceux dont la dévotion dans l'éradication du mal absolu n'est plus à démontrer, il y aurait des raisons sérieuses de leur prêter des intentions négationnistes comme celles des révisionnistes et autres pécheurs en eau trouble, qui se trouvent toutes sortes d'alibis pour que l'énergie soit dissipée par des discussions sans issue ni enjeu. Ce que nous faisons chez Radio Chirimoso, c'est de constituer, à partir de ces questionnements aux apparences saugrenues, des bases solides et inamovibles pour un grand rallye des champions de la vigilance génocidaire. Ce dernier groupe rassemble et continue à accueillir tout individu désireux, mais aussi surtout capable de contribuer dans la lutte de détecter les caractéristiques et les composantes des narratifs réactionnaires des lobbies anti-Tutsi, dont les cellules, les dormantes comme les actives, se trouvent dans les milieux aussi imprévisibles que variés, à savoir la presse, la société civile, les finances mondiales, mais aussi et surtout la hiérarchie catholique avec l'IDC ou Internationale démocrate chrétienne. Au sujet de cette dernière, cependant, une précision s'impose, à savoir que notre vigilance n'est pas à confondre avec un anticléricalisme aveugle dirigé contre tout ce qui est romano-catholique. Il est question pour nous de démasquer les faits et gestes que posent les agents déclarés ou déguisés de cette internationale démocrate chrétienne et qui participent à l'entremise désormais multidécennale visant à éliminer de la face de la terre le peuple Tutsi. Indépendamment de ces querelles d'école, nous restons dans l'obligation de ne jamais prendre à la légère toute référence à l'Obu, à ses leaders et autres alliés, qu'ils soient déjà au Burundi ou qu'ils vivent encore en exil. Ceci est d'autant plus recommandable que parmi ce genre d'individus s'activent encore et avec plus de malignité, tantôt murés en révolutionnaires panafricanistes, tantôt sous le manteau de spécialistes autoproclamés de l'histoire et de l'anthropologie du Burundi, dont ils s'emploient à redessiner le tissu social à travers une théorie qui amalgame des clans et lignages Tutsi pour les présenter dans leur totalité comme ayant chacun une branche Tutsi et une branche Hutu. Cette pseudo-théorie historico-anthropologique est prônée par des politiciens en perte de vitesse, caractérisée pour la plupart par une crise identitaire. Quand il ne s'agit pas d'absence de références généalogiques ascendantes à même d'établir leur origine burundaise, c'est pour cause de leur identité hybride, c'est-à-dire née de parents d'ethnies différentes. Ceci est d'autant plus important qu'au Burundi, les distributions de sièges de sénateurs ou d'autres représentants au Parlement, mais aussi de certains postes au gouvernement ou à l'armée, se fait en fonction d'une appartenance ethnique que les opportunistes s'emploient à falsifier alors que les règles de filiation sont on ne peut plus claires. Soit dit en passant, ce génotype qui serait une richesse ailleurs est devenu, hélas, pour certains Burundais, un frein, surtout quand le porteur aligne dans son passé des années de militant dans les organisations génocidaires comme l'Obu ou le Palipeutu, selon les cas. Radio Chirimoso voudrait bien comprendre la gêne que génère ce passé aux marques indélébiles, mais tant et aussi longtemps que les porteurs s'en servent malignement, que ce soit pour intimider les critiques ou pour cacher ses origines mal définies ou mal assumées. Bref, quand il apparaît que ces pratiques sont exploitées pour mitiger le crime de génocide contre les Tutsis, pour cacher l'identité des perpétrateurs impunis et impénitents, il y a un devoir qui s'impose.
En effet, cette duplicité dont on vient d'expliquer les tenants enchâsse des paradoxes qui, à leur tour, suscitent des points d'interrogation. Comment, par exemple, un individu doté de toutes ses facultés mentales et de surcroît se proclamant anti-génocide puisse affirmer à la fois qu'il loue l'action du président Michombero dans l'arrêt du génocide contre les Tutsis et en même temps s'opposer à ce que ce dernier soit remercié, notamment à travers des chants en son honneur. Au mieux, cela révélerait que derrière le volontarisme affiché dans la lutte contre le mal absolu, se cacherait dans le tréfonds de son âme des sympathies avec l'organisation génocidaire d'origine, bref, qui n'aurait finalement pas rompu le cordon ombilical avec elle. Dans tous les cas, cet état de choses appelle à la double vigilance. Heureusement qu'on veille, ou comme l'exprime si clairement ce slogan emprunté du portugais au luta continua. C'est ici que s'achève notre bulletin. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de nous avoir prêté une oreille attentive. Je remercie également nos correspondants et nos informateurs partout où ils se trouvent. Vous étiez avec Béatrice Nimbona qui vous souhaite une bonne fin de semaine et surtout un Burundi vacciné du virus du génocide.